OK, donc fini la pause divertissement. Vous m'entendez toujours? Oui. Ouais, on t'entend. OK, donc là, on a vu 2 sur 4 styles. On avance un peu plus vite. Donc là, le troisième style, c'est RPC ou RPI. Euh, Ça consiste juste à, comment dire, à exposer une API, à donner un contrat pour que les gens puissent le consommer de l'autre côté, et puis sans souci. Donc, ces API, elles permettent l'encapsulation du domaine et le ownership de la donnée. Donc, je suis le seul à gérer mes données. C'est moi qui sais comment j'insère, comment je modifie. C'est moi qui applique ma règle métier. Même si c'est quelqu'un d'autre qui me demande d'effectuer une opération, il n'y a que moi qui l'a fait. External System Integration, donc il devient plus facile d'intégrer des systèmes autres que ceux développés par l'entreprise elle-même. Vous pouvez acheter des services externes, des API pour envoyer des SMS, pour faire d'autres types de services facilement en tout simplement exposant ou consommant une API. C'est un système ou un style d'intégration qui existe depuis plus de 30 ans, 40 ans même, et il y a les bons outils, les bonnes pratiques, la bonne documentation. Aujourd'hui, si on veut faire du REST, ben, on ne réfléchit pas, on sait comment le faire. Théoriquement, on sait comment le faire. Si on veut faire du SOAP, okay, c'est un choix, on ne juge personne, mais il y a des outils aussi. Pour faire du gRPC ou Protobuf ou autre chose, il y a toujours les bons outils, la bonne doc et la pratique. Mais le principal problème des API, c'est le tight coupling. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je consommais une API développée par un système développé par Sika. Sika décide d'ajouter de nouveaux champs, de modifier le contrat de son API, et moi, je me retrouve obligé de faire les changements pour pouvoir suivre. Je suis obligé de m'adapter pour que mon application continue d'utiliser cette API. Donc, OK, c'est vrai, il y a des phases, on passe par des phases de, OK, on a une nouvelle version, on fait deprecation, attention, ce champ ou ce contrat n'est plus valide et il ne sera plus supporté en juin 2022, par exemple. Donc, on te donne souvent le temps de migrer. Mais à chaque migration ou à chaque évolution des systèmes que tu utilises, ben, tu te retrouves obligé de suivre. Async communication, ça devient un truc qu'on ne peut plus faire. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de contacter une API, le plus souvent, je dois attendre une réponse. C'est des appels bloquants. Donc, si l'autre système est down ou bien lent, moi aussi, je suis impacté. Broadcast capabilities, ça veut dire si jamais j'ai plusieurs clients qui utilisent mon API et que je veux les notifier d'une même information, je dois faire une boucle et appeler chacun de mes clients. Et si l'un d'eux est absent ou ne répond pas, je dois maintenant décider, est-ce que je fais des retries? Est-ce que j'annule l'info que j'ai déjà envoyée aux autres? Ça devient de plus en plus compliqué à chaque fois que le nombre de clients ou de fournisseurs augmente. Donc, ça devient un enfer quand c'est à moi de notifier les autres. Quand je suis simple client, c'est moins compliqué. Mais quand je suis fournisseur de services et que je dois partager une info à tout le monde, par exemple dans le cas de PubSub, quand quelque chose se passe dans mon système, je notifie tous ceux qui sont intéressés. Si l'un des clients intéressés n'est pas connecté ou que je n'arrive pas à joindre, c'est un cas que je dois commencer à gérer dans mon application, dans ma logique métier, alors que c'était censé être une partie réseau qui ne m'intéresse pas ou qui ne fait pas partie de mon métier. Donc ça, c'était 3 sur 4. Et maintenant, on attaque le dernier style d'intégration qui est le messaging. Et dans le messaging, les applications utilisent un bus, Enterprise Service Bus le plus souvent, ou Message Bus
pouvez l'appeler comme vous voulez pour le moment. C'est un composant logiciel ou matériel ou les deux, le plus souvent c'est logiciel, que les applications vont utiliser pour échanger les données. Donc, je rappelle que tous les styles d'intégration qu'on a cités jusque-là, leur principale mission, c'était data movement. Comment faire déplacer la donnée d'un point A vers un point B ou comment partager la donnée avec d'autres applications qui sont intéressées. Donc, le message bus ici, il est là pour aider à faire exactement la même chose, c'est-à-dire nous aider à faire naviguer de la donnée entre les différentes applications pour répondre à un besoin métier naissant où on veut juste, par exemple, partager des statistiques entre nos différents systèmes, on collecte tout. L'un des avantages de ce système, c'est le Guaranteed Delivery. Quand je consommais une API REST, je ne peux pas être sûr que le client a reçu. Je ne peux pas être sûr que le client sera là au moment où je voudrais le contacter. Quand j'utilise un bus, j'envoie l'information vers le bus et quand le bus accuse réception, je suis sûr que l'autre application finira par recevoir. C'est comme la poste. Une fois que je suis allé à la poste, que j'ai donné mon courrier et que la poste a accusé réception et m'a donné mon reçu, ma mission est finie. La poste fera le boulot qu'il faut pour que le destinataire de ce message le reçoive. Donc, si plusieurs applications sont intéressées par le message que moi je publie, ben, c'est le boulot du bus de s'assurer que ces applications vont le recevoir. Que ce soit dans l'immédiat ou en différé, ce n'est plus mon problème et ça ne m'intéresse pas. Async communication. Je n'attends plus de m'assurer que mes clients ont reçu mon message. Je n'attends que le feedback du bus et je peux même ne pas attendre le feedback du bus. Ça dépendra de ce que je veux comme garantie de delivery. Scalability. Je peux lancer autant d'instances de A, B ou C ou une autre application sans vraiment devoir réfléchir tout le système. L'application B est super utilisée. Je lance plusieurs instances de cette application et c'est le bus qui prendra la charge, c'est le bus qui prendra la coordination, c'est le bus qui fera le nécessaire pour que les autres applications, ce changement leur soit vraiment transparent. Broadcast capabilities, si je veux envoyer un message à plusieurs clients, je l'envoie seulement au bus et le bus fait le nécessaire. Mais la vie n'est pas toujours rose, surtout pas avec les messaging systems. Testing complexity. Quand une fonctionnalité actuellement est distribuée entre différentes applications ou différents systèmes, ça devient difficile de faire les tests de bout en bout. Je donne un exemple. Dans l'application A, on a un formulaire d'inscription. Une fois qu'il est soumis, il est enregistré, un mail est envoyé avec un lien pour valider ce compte. Sauf que quand je clique sur ce lien, mon trafic n'est pas forcément redirigé vers A. Il peut être redirigé vers B ou C ou une autre application dont le principal rôle, c'est de valider ou de gérer la validation des comptes. B reçoit, elle fait un traitement, elle marque mon compte comme étant valide, elle m'envoie un autre mail de bienvenue, félicitations, votre compte est activé, vous pouvez maintenant vous amuser sur nos plateformes. Et une autre application doit m'envoyer des notifications in-app si je viens de m'inscrire sur l'app. Donc, un bout de fonctionnalité ici, qui est la création de compte, peut être divisé en plusieurs services. Et il faut maintenant que chaque service fasse une partie du boulot pour qu'on atteigne le 100%. Donc, si je veux tester ça en dev ou en environnement de test, ce n'est pas super évident. Ou bien, je crée des façons de faire, je moque le comportement de A, B ou C pour faire juste ma part, parce que le plus souvent, une équipe fait une partie du boulot et le reste du boulot est chez d'autres équipes. Donc, quand le boulot est fait par différentes équipes, testing complexity is high. Ça devient pas évident. चुप हो जा चुप अब नहीं बोलेगा चुप रहियो 10 मिनट के लिए keep quiet for 10 minutes let me speak you all are black and I don't like any of you you know il y a c'est le putain Alfred là ouais, il faut le dire.
OK, j'avais envie d'insulter, mais je me suis rappelé que mon petit frère est dans la salle, donc je ne vais pas insulter. OK, jusqu'à... Vous avez... Sika, tu peux bloquer... enfin, tu peux activer la liste d'attente. Je ne sais pas si Sika est là, mais il faut vraiment activer cette liste d'attente parce que ça commence à m'énerver. OK. Donc, je disais que tester une fonctionnalité quand on utilise du messaging est très compliqué. L'implémentation devient encore plus compliquée parce que moi, je fais une partie de la fonctionnalité et d'autres équipes doivent faire d'autres parties où je dois dépendre d'un état. Par exemple, mon traitement n'est déclenché que quand le user atteint tel ou tel autre statut. Donc, l'implémentation et le testing ne sont pas super évidents pendant qu'on utilise du messaging. Async error handling. Là, c'est vraiment là où le bas blesse. C'est la partie la plus tricky quand on a des systèmes distribués. C'est quand une erreur se passe dans le process. Quand elle arrive au tout début du process, il n'y a aucun problème. Les autres ne sont pas impactés. Mais si elle arrive en milieu ou en fin de process, il faut maintenant le gérer. Il faut décider, est-ce qu'on fait un rollback? Est-ce qu'on fait des retries? Est-ce qu'on annule juste cette transaction et on passe à autre chose? Mais c'est des choses qu'il faut décider et ça risque d'être pour chaque process ou chaque ligne de métier, on peut avoir une gestion d'erreur différente. Et ce n'est pas évident quand le système est distribué. Donc là, on a frôlé rapidement les styles d'intégration qui existent et on va zoomer sur la partie qui nous intéresse, c'est le messaging. Donc, le plus souvent, quand on finit de lister les 4 styles, on choisit l'un d'eux ou une combinaison. Moi, je préfère le messaging tant que c'est possible. So, ma principale recommandation, c'est toujours choisir le messaging quand vous faites des systèmes distribués. C'est difficile au début, mais ça facilite la vie plus tard. Donc, les messaging, on a 2 types, PubSub et Queue. PubSub comme Kafka, Queuing comme RabbitMQ, ActiveMQ, enfin tout ce qui est 0MQ presque, c'est à peu près la même chose. Pour le PubSub, Kafka, Apache Pulsar et d'autres. Et voici comment ça marche en gros quand on fait du PubSub. Dans le PubSub, le jargon est le suivant. Enfin, dans le messaging, en général, le jargon, c'est on a des applications qui créent du contenu et qui le publient vers le bus. Ces applications sont appelées producers. Le bus est souvent appelé broker. Donc, à partir de maintenant, on va essayer de dire broker. Et quand on dit broker, ça veut juste dire le serveur qui fait ou le bus pour le moment. Donc, les applications qui produisent du contenu sont les producers. Les applications qui sont intéressées par le contenu publié sur ces bus ou dans ces bus sont les subscribers. Ils peuvent être appelés subscribers et on peut, dans certains cas, les appeler consumers. Donc, on a producer, broker, subscriber ou consumer. Quand les producers envoient du contenu sur le bus regarde quelles sont les applications qui se sont inscrites ou qui ont manifesté un intérêt pour ce type de données partagées ici. Et il met une copie du message dans la liste, dans la boîte à lettres de chacune de ces applications pour que chaque application obtienne une copie et puisse traiter. La deuxième façon, c'est le queuing. Les producers envoient vers le broker. Le broker stocke tout dans une seule liste d'attente ou bien dans une seule boîte aux lettres et il commence à prendre les messages un à un. Message 1, il le donne au premier consumer, message 2 au deuxième consumer, ainsi de suite. C'est-à-dire, le même consumer n'aura pas le même message que
un autre consumer. Ça a un sens dans certains domaines et c'est une catastrophe dans d'autres. Donc, quand vous choisissez entre queuing et PubSub, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire. Donc, dans notre cas, le résumé, c'est ça. Producer, broker, consumer. Le producer envoie vers le broker. Le broker, lui, souvent, c'est un message log ou ahead commit log ou write ahead log. Il y a différentes façons de le nommer, mais ça veut dire la même chose. C'est un tableau où on vient mettre des messages et les consommateurs vont les récupérer au fur et à mesure. Dans notre cas, avec Apache Kafka, on a une application à gauche dont la flèche pointe vers Kafka. C'est elle, notre producer. Elle envoie vers le broker Kafka et il y a une autre application à droite qui va lire depuis Kafka. Quand Kafka reçoit un message ou doit recevoir un message, il doit le stocker quelque part, ou il doit organiser les messages qui arrivent. Et pour ça, il y a la notion de topic. Donc, un topic peut être assimilé à une table dans une base de données. Donc, tous les messages d'un même type sont dans le même topic. Et les topics, eux, sont organisés en partitions. Une partition, c'est juste un dossier, un tableau pour stocker les messages d'un même topic. Et un topic peut avoir plusieurs partitions. Donc, une partition, parce que c'est là où vraiment se passe la chose, parce qu'un topic, un ensemble de partitions, une ou plusieurs, et ce sont les partitions qui reçoivent les messages qui sont écrits dans Kafka. Donc là, on représente une partition comme étant un tableau, et c'est un tableau ou une queue où tout ce que tu peux faire en tant que consumer, c'est lire d'un côté, et quand tu es un producer, tu écris de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai une pile, enfin pas une pile, j'ai une queue ou une file d'attente, j'insère de la gauche vers la droite, par exemple, et je consomme de la droite vers la gauche. Et quand un producer envoie la donnée vers Kafka, il peut décider d'attendre le feedback de Kafka pour lui dire j'ai reçu et stocké, ou bien il peut ne pas l'attendre. C'est configurable. Le consumer, lui, quand il récupère de la donnée depuis Kafka, il doit toujours dire, quand j'ai reçu le message 3, par exemple, j'ai pu le traiter avec succès. Pour que la prochaine fois qu'il vienne demander, Kafka lui donne le message 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que le consumer vient dire « Oui, c'est bon, j'ai pu traiter avec succès ce message », ça s'appelle faire un commit offset. Commit offset d'un record, c'est juste dire « J'ai pu consommer le record qui se trouve à tel offset ». Ici, offset veut juste dire indice dans le tableau. Donc, quand on parcourt un tableau, on dit les indices. Quand on parcourt les partitions, on dit offset. Une partition, c'est un tableau. Un indice, c'est un offset. C'est aussi simple que ça. Et dans un broker Kafka, on peut avoir plusieurs partitions pour le même topic. Et quand un producer envoie un message vers ce topic, il ne sera inscrit que dans une seule partition. Et pour cela, Kafka et les autres brokers, ils reçoivent les messages sous forme clé-valeur, clé-valeur. Donc, en fonction de la clé, on saura vers quelle partition il faut envoyer le message. Donc, si plusieurs messages viennent avec la même clé, ils finiront dans la même partition. Donc, la clé, c'est elle qui détermine la partition vers laquelle on va écrire. Et les consommateurs, eux, ils s'abonnent à un topic et une partition. Un consumer peut s'abonner à plusieurs partitions, mais une partition ne peut pas être consommée par deux consommateurs en même temps. Un consumer peut lire depuis plusieurs partitions, mais une partition, c'est un seul consumer à la fois. Donc, plus de partitions vous avez, plus de consommateurs vous pouvez avoir. Et actuellement, il y a une petite formule, c'est un petit consensus pour dire, si je veux définir le nombre de partitions, je dois juste faire max producer consumer. Est-ce que je dois prendre la valeur la plus grande? Si j'ai 100 producers et 400 consommateurs, ben, l'idéal, c'est d'avoir 400 partitions. Si j'ai 20 producers et 2 consommateurs, je dois avoir 20 partitions. Parce qu'il faut prendre le max des deux
pour avoir un maximum de performance, de throughput, c'est-à-dire le fait de pouvoir envoyer le plus de données vers le broker. Donc là, on va se concentrer sur cette partie, le broker, parce que consumer et producer, ça peut être tout type d'application que vous développez. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Apache Kafka. Et Apache Kafka, c'est le monsieur du milieu, c'est le broker. Donc, au-dessus du broker, dans l'environnement Kafka ou dans l'écosystème Kafka, nous avons une librairie, framework, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui s'appelle Kafka Streams. Les streams ou le stream processing en général est utilisé pour faire de la détection de fraude, l'enrichissement de données, de messages, machine learning et beaucoup de choses. Je donne un exemple. Depuis votre application Orange Money, par exemple, vous faites une transaction et on envoie un log vers Kafka qui dit numéro de téléphone X, bénéficiaire téléphone Y, montant 100 000, date aujourd'hui, boutique Grand Yoff. Cet événement, ces 4 champs ou ces 4-5 champs arrivent dans le broker, on les donne à Kafka Streams. Kafka Streams va lire depuis une table qui dit, OK, ce numéro de téléphone qui a émis, il appartient à qui? Maintenant, on enrichit, on rajoute le nom du client, ainsi de suite. Depuis quand il est là, il a fait combien de transferts jusque-là. S'il y a des points de fidélité à calculer, on les calcule. Et le résultat, je le remets encore dans Kafka pour qu'une autre application utilise maintenant la version finale de ce message qui est enrichi. Donc, le stream processing est utilisé pour détection de fraude, analyse de données en live, faire du machine learning, enrichissement. Il y a franchement beaucoup de choses qui peuvent être faites dans la catégorie Streams, que ce soit Kafka Streams ou d'autres frameworks comme Flink, comme Spark ou autres. Donc, il y a pléthore de possibilités, mais Kafka Streams, lui, il est développé par les gens qui ont développé Kafka. Vous n'avez pas besoin de le déployer en cluster. C'est une application Java/Scala comme celle que vous avez l'habitude d'écrire. Donc, les applications Kafka Streams, elles lisent depuis le broker Kafka et le résultat, elles le remettent dans le broker Kafka. Au-dessus de Kafka Streams, il y a un autre framework qui s'appelle KSQLDB. C'est, on va dire, les gens qui ne sont pas à l'aise avec Java ou Scala et qui sont très à l'aise avec le SQL, on leur donne un outil qui leur permet d'écrire des applications Kafka Streams avec du SQL. Donc, eux, ils utilisent le SQL qu'ils connaissent, le ANSI SQL ou le Calcite. Et avec ça, ils peuvent consommer les données qui sont dans le broker, sous forme de table ou sous forme de streams. Et puis vient un composant qui est super important, Schema Registry. Aujourd'hui, si je veux m'assurer que l'application A qui m'envoie des données va m'envoyer des données qui sont valides, il faut que je lui impose une structure, une façon de m'envoyer les messages. OK, moi, je veux un JSON où il y a le champ client ID, il y a le phone number, il y a email address, il y a tel et tel champ, et qui sont dans tel et tel format. Parce que si jamais je reçois un message qui n'est pas dans le bon format, il peut casser mon traitement dans Kafka Streams, il peut faire planter mon application KSQL, il peut faire planter les applications qui vont consommer ce message. Si elles attendent un JSON, on leur envoie en XML. Nos amis Javateur, ils vont tout simplement te lever une exception. OK, Go aussi fera pareil. Donc, le plus souvent, les langages statiques compilés, ils vont crasher. Les amis comme Python, Ruby, Perl et autres, eux, ils peuvent gérer. Il n'y aura pas de traitement, mais au moins l'application ne va pas crasher, on va avancer, même si je sais que pour les autres, l'application peut ne pas crasher. Mais on va recevoir un événement dans un format qui ne nous plaît pas ou qui n'est pas dans le format qu'on attend. Et il faut maintenant décider ce qu'on en fait. Est-ce qu'on l'envoie vers ce qu'on appelle une dead letter queue, ça veut dire un topic, où on envoie tous les messages qui ne sont pas au bon format pour que quelqu'un d'autre vienne savoir c'est quoi les messages qu'on a reçus, pourquoi on les a reçus et pourquoi ils ne sont pas au bon format. Donc, pour cela, on a un registry, schema registry,
Schema Registry, comme son nom l'indique, c'est un schéma. J'y stocke le schéma de mes messages. Je dis, OK, moi, quand je veux publier un user, un objet user vers Kafka, voici les champs et les types de données que je vais envoyer. Ça peut être du JSON, du Avro ou du protobuf. Donc, JSON, c'est le JSON que vous connaissez. Avro, c'est un format binaire de données. Apache Thrift, développé par Facebook, c'est aussi un truc binaire. Ce sont des formats binaires, Avro, Thrift et protobuf. L'objectif, c'est d'envoyer la plus petite quantité de données via le réseau pour consommer le moins la bande passante et pour faire beaucoup d'autres choses. Donc, moi, application producer, avant d'envoyer mon message vers le broker, je contacte le schéma Schema Registry pour voir est-ce que le message que je vais envoyer est considéré comme étant valide. Si oui, OK, cool, je l'envoie vers le broker et je sais que je ne pose pas de problème. Mais si jamais le schéma a changé ou que je ne l'ai pas respecté comme il faut, l'exception, je vais l'avoir côté producer. C'est-à-dire, avant même qu'on aille plus loin, on me dit désolé, ce que vous avez fait n'est pas bon, il faut revoir. Une fois que c'est bon, quand le message arrive chez notre consumer, le consumer lui dit OK, j'ai reçu un payload de Kafka, je vais demander au Schema Registry, donne-moi le schéma qui correspond à ce message. Comme ça, je saurai le désérialiser, je sais à quel champ je vais devoir faire affaire, quels sont leurs types, ainsi de suite. Donc, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la partie du milieu. C'est le broker. Et on sait que sur le broker, je peux avoir un stream processing framework ou library qui est dans l'écosystème Kafka, Kafka Streams, qui n'est rien d'autre que consumer, producer, plus quelques petites logiques. J'ai un composant KSQL qui me permet d'interagir avec Kafka et Kafka Streams en utilisant le langage SQL que beaucoup de gens connaissent bien. Et j'ai un composant qui me permet de m'assurer que les messages qui vont venir dans Kafka suivent le bon format et ils ne vont pas causer des problèmes de traitement aux autres. Les messages qui ne sont pas au bon format sont souvent appelés poison pill ou un comprimé empoisonné. C'est-à-dire un comprimé qui vient et puis hop, on tombe malade. Parce que ce n'est pas vraiment un médicament, c'est un poison. C'est comme un message qui vient alors qu'il ne devrait pas venir qui ne devrait pas être là parce qu'il n'est pas au bon format. Okay. Donc, ces 4 composants, on peut dire que c'est le strict minimum si vous voulez vraiment vous amuser avec Kafka. KSQLDB et KStream, vous n'avez pas besoin de les avoir tous les deux, mais avoir KSQL au-dessus de Kafka Streams, c'est un luxe que certaines entreprises peuvent se permettre et ça permettra surtout à des gens d'explorer la donnée qui navigue dans votre Kafka ou dans votre système sans vraiment avoir besoin de développer une application spécifique. Les équipes BI, les data analysts, tu leur donnes une console SQL, ils sont contents. Voici le schéma, voici les tables qui existent, voici les données qui circulent. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut en sortir comme info? Et l'idéal, c'est que les infos qui sont là sont des données fraîches. Ce n'est pas les données de la veille, ce n'est pas des données qu'ils doivent attendre. Ils ne doivent pas attendre un export des différentes bases pour les amener ici. Non, ils ont une seule base, on va dire, et ils ont tout dedans. Il y a d'autres composants. Oui. Il y a une question pour toi. Pourrait-on utiliser Kafka comme ETL du coup? Kafka plus Kafka, enfin oui et non. La partie ETL, Extract, Transform, Load, il y a un autre composant Kafka qui est spécialisé dans cette histoire. Il s'appelle Kafka Connect. Le composant Kafka Connect, c'est lui qui permet vraiment de faire le extract and load. Et la partie transform, on peut faire du Simple Message Transform, SMT, dans Kafka Connect. Je n'ai pas voulu mettre Kafka Connect ici parce que ce n'est pas tout le monde qui en a besoin, mais oui, on peut utiliser Kafka Connect pour faire du ETL ou du ELT. Alors, actuellement, en plus de ETL, il y a ELT, Extract Load, et transforme seulement à la consommation, ce que font des outils comme Apache Pinot ou Apache Druid,
ils peuvent facilement faire du ELT ou ETL si on veut. Mais oui, avec Kafka Connect, on peut faire du ETL. Il y a d'autres questions? Camou? Non, c'est bon, il n'y a pas encore d'autres questions. S'il y a d'autres questions, je reviens. OK. J'ai une question. Oui, allez-y. Salut tout le monde. Pour KSQL DB, comment ça se passe pour, par exemple, cette personne-là qui est dans l'équipe BI ou autre qui a besoin de faire des requêtes, comment elle fait pour découvrir en fait ce qu'elle peut faire? Il y a un doc à côté, il y a un doc qui est généré. Comment ça se passe? OK. Il y a plusieurs façons pour cette personne de savoir comment utiliser KSQLDB. La première, c'est une console SQL où il peut utiliser les commandes qu'il a l'habitude d'utiliser, savoir quelles sont les tables qui sont là, quels sont les streams qui sont là. Okay. Parce que c'est du SQL standard. Ils utilisent le moteur Calcite SQL Engine. Donc, il amène le ANSI SQL, c'est-à-dire le SQL que vous avez besoin, vous avez l'habitude d'utiliser. Vous allez utiliser exactement le même, mais moi, je rajoute d'autres choses en plus au besoin. Donc, des help, des describe, et en même temps, à l'aide du schema registry, il y a des outils comme Lenses.io, Confluent Cloud, qui peuvent te donner le schéma de chaque table à la demande. Je dis, OK, moi, je lis ici table et stream. On va dire que ce sont des mots interchangeables quand on monte dans Kafka Streams ou KSQL. Je dis, OK, il y a un stream où j'ai l'ensemble des utilisateurs. Je peux considérer ce stream comme étant une table, ou je peux créer une table dont les données dont le contenu vient d'un stream. Donc, quand je fais select étoile from users, j'ai la liste des users qui viennent de cette table. La différence entre le select étoile from users que je fais dans KSQL et celui que je fais dans MySQL, par exemple, dans MySQL, si j'ai 100 utilisateurs, il va me dire, OK, j'ai retourné 100 rows et les voilà. Dans KSQL, il va m'afficher les 100 rows qu'il a trouvés et il reste en attente. Si jamais une nouvelle ligne, si jamais un nouveau message est envoyé dans le stream users, je l'ai tout de suite. Eux, ils appellent ça continuous queries. Donc, on peut avoir une console UI, on peut avoir une console CLI pour s'amuser avec KSQL. Et l'avantage, c'est que c'est du read-only. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de donner la main à quelqu'un. Il ne peut pas altérer les données. Il peut créer de nouvelles tables, de nouveaux streams, mais il ne peut pas modifier les données qui sont déjà là. Donc, en fonction de ce qu'on veut, oui, on peut lui donner une console où il a la doc et il sait quel type de données sont déjà là ou quelles sont les applications qui produisent les données qui sont déjà là. Jules, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est bon, parfait, merci. OK, donc ça, ce sont les composants, c'est le strict minimum, c'est le truc pour les pauvres, vraiment. J'ai le broker, j'ai mon schema registry, je peux avoir Kafka Streams et KSQLDB si je veux, mais avoir le registry, c'est un must-have. C'est vraiment un must, parce que ça vous évite beaucoup de problèmes d'avoir des messages qui ne sont pas au bon format et qui vont faire exploser votre système. Il y a d'autres composants, REST Proxy, qui me permet d'exposer une API REST connectée à votre broker. Donc, vous pouvez avoir la liste des topics, la liste des messages qui sont dans les topics, lire un message, publier un message. Mais c'est quelque chose que je déconseille parce que c'est une très mauvaise pratique et ça peut ne pas être super cool en termes de sécurité. Il y a Kafka Connect. Kafka Connect, pour ceux qui veulent. Par exemple, aujourd'hui, on dit, OK, nous, on a des bases de données qui sont là depuis 4-5 ans. Les données qui sont dedans, ben, qu'est-ce qu'on en fait? On veut les mettre dans Kafka pour que nos applications Kafka Streams, KSQL puissent les utiliser et que même les nouvelles applications qu'on développe qui lisent depuis Kafka puissent les utiliser. Donc, c'est là que Kafka Connect entre en jeu. Tu te dis, OK, moi, je peux facilement me brancher à ces bases de données. Tu me dis, OK,
lis la table client, produit, tel et tel, et la table client, son contenu, tu l'envoies vers le stream client, produit, tu l'envoies vers produit, et ainsi de suite. Et lui, il fait le nécessaire. Il prend tout ce qui arrive, tout ce qu'il y a dans votre base et il se charge de l'emmener, de l'envoyer vers Kafka sans impacter ou sans beaucoup impacter votre base de données de départ. Et on peut aussi le mettre de l'autre côté de Kafka, dire je lis depuis Kafka et j'écris dans différentes bases de données. Je peux avoir différents schémas. OK, j'ai une base Postgres, j'ai une base Mongo, je veux les alimenter. Et là, c'est quand on veut faire des extracts ou des déplacements en masse de données. En plus de Kafka Connect, il y a un projet qui s'appelle Debezium. Je vais vous montrer tout à l'heure un peu à quoi il ressemble. Et lui aussi, il fait la même chose que Kafka Connect parce que c'est juste un connecteur. Et pour Kafka Connect, des connecteurs pour se brancher aux sources de données ou bien aux destinations finales. Et lui, il fait le nécessaire pour faire naviguer, pour déplacer les données de votre source vers votre Kafka ou de votre Kafka vers votre destination. Donc, Schema Registry, Broker, ça c'est le strict minimum. Kafka Connect, optionnel. Registry, pas Registry, REST Proxy. Quand vous êtes en train de tester, c'est utilisable, mais n'allez pas plus loin avec pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas l'idéal. Et pour les UI, il y a beaucoup d'outils dont on va parler un peu plus tard. Mais, OK, j'ai tout ça. Comment je le déploie? Ben, j'ai différentes solutions. Ou bien je décide de le déployer chez moi. Et ça veut dire que je dois avoir de la compétence interne qui sait comment marche Kafka, qui sait que Kafka dépend de Zookeeper, parce que Zookeeper est utilisé comme metadata store. Il faut pouvoir gérer plusieurs instances de Kafka, plusieurs instances de Zookeeper sur des machines différentes, idéalement, pour sécuriser l'accès à Kafka. Parce que par défaut, Kafka, il n'a pas de souci. Il te dit, tout celui qui veut lire, écrire, il est le bienvenu. Mais si on veut s'assurer que telle application ne peut lire ou écrire que dans tel et tel topic, on passe dans la partie Kafka ACL ou Access Control List. Et pour pouvoir utiliser Kafka ACL, on doit donner des identités à chaque broker et des identités à chaque client, qu'il soit producer ou consumer, et pour générer ces identités. Ou bien on génère des certificats TLS, ou bien on fait un truc un peu plus sérieux, on va utiliser du Kerberos. Et quand on dit Kerberos, ça veut dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Sinon, allez sur le cloud, prenez un truc pas cher, à partir de $1 500 par mois, et puis amusez-vous. Donc là, enfin, dans mes bench et autres, j'ai essayé de ne garder que, je voulais garder uniquement top 3, mais c'était difficile d'éliminer quelqu'un, donc j'ai pris les 5 meilleurs. Le meilleur, c'est Confluent Cloud. Pourquoi? Parce que Confluent a été créé par les gens qui ont créé Kafka. Personne ne connaît Kafka mieux que ceux qui ont créé Kafka. Donc, Confluent Cloud, si vous avez les moyens, c'est l'option 1. Si vous n'avez pas les moyens de payer Confluent Cloud, ou si vous avez d'autres contraintes qui font que vous êtes déjà chez Amazon ou bien vous êtes sur Azure, vous pouvez dire, OK, on va utiliser les outils proposés par le cloud provider qui nous gère déjà. Et là, Azure a HD Insight qui est très bon, qui est très complet, et c'est à peu près $3 500 par mois. Quand je dis $3 500, c'est un cluster production ready. Minimum 3 instances Kafka, minimum 5 instances Zookeeper, plus d'autres petites choses qu'ils font pour vous. Et vous pouvez aussi activer la rétention de données à l'infini si vous avez un bon chéquier. Et puis, il y a Amazon MSK. MSK, c'est Managed Services for Apache Kafka. Haven et Instacluster se défendent très bien, mais les 3 qui sont au milieu, ce sont les patrons. Et là, un peu plus de détails, Haven est hébergé, peut être déployé sur Amazon, sur GCP
ou sur Azure ou sur d'autres cloud providers si vous voulez. Si vous dites, OK, moi, je suis chez OVH, qu'est-ce que je fais? Ben, si tu es chez OVH, tu te gères. Tu le déploies toi-même et tu avances. Et ça, c'est pour quand vous voulez choisir Haven comme solution. Quand c'est MSK, c'est Amazon et c'est Amazon, il n'y a pas autre chose. HD Insight, c'est seulement pour les gens qui sont sur Azure. Confluent, te disent, OK, ben moi, je peux le déployer chez toi on-premise si tu as un cloud. Et si tu utilises l'un des 3 providers, je suis déjà chez eux. Que ce soit Azure, GCP ou Amazon, vous avez déjà la possibilité de tout de suite prendre une souscription Confluent et l'utiliser. Instacluster, eux, ils sont un peu plus flexibles que les autres. Ils disent, OK, on peut être partout avec certaines conditions. Sur les 3 clouds principaux, c'est évident. Maintenant, sur les autres, ça va dépendre de votre setup et de ce que vous attendez de moi. Throughput et autres. Je reviendrai sur pourquoi il faut choisir l'un des 3 premiers. Le deployment, par exemple, là, actuellement sur les versions qui sont supportées aujourd'hui sur ces cloud providers. Sur Haven, c'est Kafka 2.8. Vous pouvez déployer tout ça en utilisant Terraform, si vous savez utiliser Terraform. Single multi-tenant. Est-ce que dans votre cluster Kafka, vous voulez partager ou bien avoir différents tenants pour ceux qui savent ce que c'est? Sinon, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire multi-tenant, c'est comme dire avoir les données de plusieurs clients sur le même cluster, mais ils sont séparés de manière logique. C'est-à-dire, quand un client envoie des données, elles ne sont jamais mélangées avec les données des autres. Il peut avoir des topics différents. 2 clients peuvent avoir des topics qui portent le même nom, mais il n'y aura jamais de conflit parce qu'ils sont séparés. Il y a différentes façons de le faire. Sur MSK, on a la 2.7. Ils ne sont pas pressés. Sur Azure, la dernière mise à jour, c'était en 2021. Le 2.4.1, c'était en 2021. Et certainement, là, en 2022, ils vont passer vers la 2.7 ou la 2.8. Confluent Cloud, 2.7. Et aujourd'hui, la version Kafka 3 est production ready depuis déjà 3 ou 4 mois. Mais eux, ils sont encore sur la 2.7. La différence entre la 2.7, 2.8 et 3.0, c'est certaines valeurs de configuration par défaut qui ont changé. Et dans la 3.0, dans la 2.8 et même depuis dans la 2.7, il est possible de ne pas utiliser Zookeeper si on veut. On peut utiliser Kafka pour gérer Kafka. Mais ça, je ne vous le conseille pas pour le moment. Instacluster, eux, ils sont un peu en retard par rapport aux autres. 2.5.1 et je n'ai pas vu sur leur site la politique qui dit quand est-ce qu'ils vont passer à la 2.7 ou aux prochaines versions. Supporting services, les choses que vous pouvez avoir en choisissant l'un ou l'autre de ces providers. Quand vous choisissez que ce soit Instacluster, Confluent Cloud ou Haven, vous pouvez faire de telle sorte que les données qui sont stockées dans votre Kafka soient repliquées de manière automatique vers un autre data center, vers un autre serveur, vers un autre Kafka. Ça, c'est pour les gros qui veulent avoir une politique de disaster recovery. C'est-à-dire, en cas de oui, quand ça va brûler, je ne vais pas perdre mon cluster, je ne vais pas perdre les données qui sont dans mon cluster. Donc, il y a des outils. L'outil le plus célèbre, il s'appelle Mirror Maker. Son boulot, c'est de copier les données d'un cluster Kafka vers un autre cluster Kafka. Ça, il y a Mirror Maker et maintenant Mirror Maker 2, la deuxième version, qui est meilleure. Mais Confluent Cloud, eux, ils utilisent leur version à eux qui s'appelle Confluent Replicator. Ce sont les gens qui créent Kafka, ce sont les gens qui développent Kafka. Leur outil est largement meilleur que les autres, mais il n'est pas gratuit si vous voulez l'avoir sur le cloud. Si vous voulez l'avoir en local, ben, amusez-vous. Tous les providers qui sont là vous donnent une interface et vous donnent un serveur Schema Registry. Avec Haven, le Schema Registry est gratuit. Avec MSK, ça dépend.
Avec les 3 autres, vous allez payer pour avoir un Schema Registry. Et le plus souvent, il vous demande un cluster Schema Registry. Quand je dis cluster, ça veut dire plusieurs instances et souvent supérieur à 2, donc 3, 5, 7. Et l'idéal, c'est que ce soit un nombre impair. En choisissant l'une de ces options de déploiement, on vous donne Kafka Connect, sauf pour MSK. Eux, ils ne vous donnent pas Kafka Connect par défaut. Les autres, Kafka Connect est déjà setup. Vous pouvez tout simplement brancher vos bases et allez-y. REST Proxy, une version Enterprise Ready ou Production Ready. Haven, Confluent et Instacluster. Confluent ne propose pas, c'est HD Insight qui ont une version, on va dire in-house, sécurisée avec tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder aux données de votre cluster, mais c'est payant. Il n'y a que Haven qui fait du free parce qu'ils veulent plus ou moins pouvoir compétir avec les monstres. Compliance, pour ceux qui sont dans le système bancaire ou assurance ou certains domaines qui sont régulés, il y a des lois qui doivent être appliquées sur les données des clients, sur la privacy, sur beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas sortir les données d'un client et les mettre en Europe ou en Asie sans contrôle. Donc, il y a des choses il y a un certain nombre de réglementations qu'il faut s'assurer de ne pas enfreindre si vous ne voulez pas avoir de problème. Donc, si vous êtes sur MSK, vous avez de fortes chances de ne pas avoir de problème. Ils sont un peu partout dans le monde et ils font beaucoup de... Disons, leur équipe juridique fait du bon boulot pour que MSK soit vraiment compatible avec le maximum de lois possibles. HD Insight aussi, c'est Microsoft, donc il essaie d'être très sérieux dessus. Confluent Cloud, ce sont les meilleurs. C'est eux qui couvrent le maximum un peu partout parce qu'ils sont un peu plus anciens que les autres dans la gestion des Kafka et ce qu'il y a dedans. Donc, ils prennent un peu l'avance, mais HD Insight de Microsoft Azure, MSK restent d'excellentes solutions. Et sur la dernière colonne à droite, Authentication Methods, c'est quand vos consumer producers veulent communiquer avec le broker ou le cluster Kafka. Voici les méthodes qui sont supportées. SSL, c'est quand vous voulez utiliser des certificats. SASL, c'est quand vous voulez utiliser on va dire un peu Kerberos, c'est Simple Authentication Security Layer. Donc, ça peut être login, mot de passe si vous voulez. Ça, c'est quand c'est plain. Quand c'est le Scrum, SASL Scrum, c'est quand vous voulez, il faut utiliser Kerberos. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser Kerberos. Vous pouvez utiliser beaucoup d'autres choses si vous voulez. HD Insight, par exemple, de Azure, ils disent c'est Kerberos ou rien. Les amis qui sont de Confluent, ils supportent tout. SASL, Simple Authentication and Security Layer. Scrum avec SASL, avec Kerberos, SAML, SSO, Single Sign-On. Ils sont plus flexibles que les autres, mais dans tous les cas, si vous voulez utiliser le système le plus sécurisé, allez avec Scrum, SASL et Kerberos. Enfin, Kerberos, lui, vous permet d'être SASL compliant. Mais avant ça, il y a un truc que j'ai oublié. Il y a une slide que j'ai enlevée ce matin. Enfin, je l'ai enlevée, je l'ai mise tout à fait en bas et je ne l'ai pas complétée pour plusieurs raisons. Mais je reviens sur le choix de ces messieurs. Quand aujourd'hui, vous voulez utiliser Apache Kafka, Kafka a activé une fonctionnalité qui s'appelle Tiered Storage. Ça veut dire que vous pouvez brancher des disques durs, on va dire des disques durs virtuels, à votre broker pour ne pas perdre les données. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser S3 comme source, enfin comme destination. Vous pouvez utiliser Google Cloud pour stocker vos données. Donc vous pouvez avoir votre cluster chez vous, mais vos données, elles sont envoyées sur S3. Donc même si vos brokers, même si vos serveurs brûlent, vous ne perdez pas vos données parce qu'elles sont sur S3 ou elles sont ailleurs. On attend encore que Azure
fasse le nécessaire pour s'aligner. Sinon, vous allez devoir le gérer vous-même et il vous donne l'interface à implémenter pour que vous soyez compatible. Donc, pour ceux qui utilisent Hadoop, vous ne pouvez malheureusement pas profiter de ça. Donc, c'était tout pour moi. Donc, avant de vous dire merci et de vous donner la parole, voici un peu les sources que j'ai utilisées pour les styles d'intégration. Donc, developer to architects.com, enterpriseintegrationpatterns.com et WSO2.com. Donc, actuellement, quand vous traitez de la donnée, le plus souvent, vous avez des sources de données et des destinations de ces données. Les destinations peuvent être juste des bases de données, peuvent être des dashboards analytics, peuvent être des modèles de machine learning. Et le tout se passe dans ce rectangle. C'est là où vous avez votre collecte de données, votre ingestion de données, votre traitement de données et peut-être la transformation. Traitement et transformation peuvent être fusionnés comme peuvent être séparés pour plus de flexibilité. Donc ça, c'était tout pour moi. S'il y a des questions, je peux répondre avant de donner la main au suivant. Et je n'ai même pas dit que vous pouvez voir plus d'infos sur goscreencast.io. Donc, je vais arrêter le partage pour pouvoir lire vos messages. Merci beaucoup. Merci Hassan pour cette belle présentation. C'était vraiment super. Très clair, bien expliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions et il va essayer de répondre. Avant ça, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est Birante, il ne pourra pas être disponible aujourd'hui. Il a eu une urgence, une petite urgence ce matin. Donc, on ne pourra pas faire la présentation de Birante aujourd'hui. Donc, on aura seulement la présentation de Hassan.